Les journaux américains rapportent ce 8 janvier 1892 la mort dans son ranch de Marie Suisse, une énergique savoyarde de Thônes, émigrée en 1850 à San Francisco, attirée par le bruit de la découverte de l'or. De la vie des chercheurs d'or, elle parvint dans ce rude métier à amasser une fortune. Il n'est pas un Français contemporain de cette époque qui n'ait gardé le souvenir de cette femme qui joignait à une aptitude remarquable pour le travail une énergie peu commune et qui se faisait appeler Marie Pantalon. Elle a sans doute extrait plus de 1 mètre cube d'or. Les lois américaines interdisaient aux femmes de porter des vêtements d'hommes. Une femme qui a été extrêmement célèbre, dont les journaux parlaient beaucoup, et qui ensuite tombe au XXe siècle dans l'oubli. To think, if this young woman can do that, I can do what I want to do. Au pied des Alpes pas encore françaises, Marie Suisse voit le jour au début du XIXe siècle. Marie est née le 14 juillet 1824 à Thônes, donc un bourg de moyenne montagne à une vingtaine de kilomètres d'Annecy. C'est la 7e de 12 enfants. Elle a pour père Claude Suisse et pour maman Marie-Adélaïde Machet. Il est aubergiste. Il a aussi un établissement qu'il appelle l'Hôtel de Russie. Les parents donc, ont 12 enfants et n'ont probablement pas les moyens de doter suffisamment leur fille pour qu'elle puisse faire un mariage avec des artisans ou des gens du même milieu social, puisque à l'époque, le mariage est homogame, hein, c'est-à-dire qu'on se marie dans sa classe sociale, on cherche avant tout une égalité de statut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les parents n'ont pas assez d'argent pour la doter, même modestement, hein, parce que quand je parle de dot, il ne s'agit pas de lui donner des grandes sommes d'argent. Aux filles, on ne donne que de l'argent, hein, et aux garçons, en général, on lègue la maison familiale, par exemple. Mais là, il y a 12 enfants, hein, donc ça oblige une partie des enfants à s'expatrier. À ce moment-là, la Savoie est une région pauvre. Il y a une très forte émigration. Une immigration saisonnière, à l'hiver, où il y a moins d'activité agricole, et aussi une immigration pour plusieurs années, quelquefois même définitive. Destination privilégiée, donc, c'est Lyon et Paris. À l'époque, Paris, c'est la première ville savoyarde. Paris, c'est 20 000 Savoyards qui sont sur place. Il y a de bonnes colonies de Tonins, d'habitants de Saint-Jean. Elle y va, et elle va rejoindre ses 2 grands frères qui sont déjà sur place. Paris, 1846. C'est en tant que ménagère que Marie se fera engager dans une famille parisienne. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des familles classe moyenne supérieure évidemment, ont à disposition des personnes pour les aider à la maison. Les plus modestes ont ce qu'on appelait une bonne à tout faire, même si le terme arrive un tout petit peu plus tard dans le siècle, mais voilà, quelqu'un qui prend tout en charge. Et puis évidemment, plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on a de valets, de bonnes, de cuisinières, etc. Donc Marie, probablement, se fait embaucher comme bonne dans une famille parisienne. Une expérience de courte durée qui la laissera complètement démunie et qui semble former un tournant dans sa vie. La seule petite allusion qu'on a, c'est à la fin de sa vie, lorsqu'elle se confie et qu'elle dit qu'elle était dans une situation très grave, très pénible, qu'elle avait perdu son emploi. On ne comprend pas trop non plus pourquoi est-ce qu'on n'en a pas retrouvé un autre. Sans doute que ça s'est très mal passé avec les gens chez qui elle était engagée et qu'elle en est réduite au plus extrême dénuement. Elle est sans domicile sur le Pont-Neuf. Pour qu'elle se retrouve à la rue alors qu'elle avait été dans une maison en tant que bonne jusqu'à présent, il faut sans doute qu'il y ait eu un problème avec les hommes de la maison, un ou des hommes de la maison. On ne peut pas s'empêcher de se demander
si elle n'a pas été victime d'agressions sexuelles. C'est quand même quelque chose d'extrêmement courant. Les historiens montrent bien que c'était très courant autrefois, mais que c'était peu dit et encore moins condamné. Elle est retrouvée par une femme, d'après toujours ses souvenirs, sous le Pont-Neuf à Paris. Et donc cette femme-là va être sa providence, puisque c'est elle qui va lui permettre de trouver un travail et donc très probablement aussi une chambre pour pouvoir vivre au moins en sécurité dans cette grande ville dangereuse qui est à l'époque Paris pour les jeunes filles. Elle sera employée dans un journal parisien. Elle apprendra alors la nouvelle qui secoue le monde. On ne sait pas d'ailleurs dans quel journal elle a été employée. On ne sait pas du tout ce qu'elle y faisait. En tout cas, c'est là qu'elle entend parler de la Californie et de la ruée vers l'or. Gold was discovered in California in 1848, and news seemed to travel faster to other countries other than the US. And there was a lot of excitement in France beginning in 1848 and into 1849. Il faut avoir en tête le fond historique de la Californie qui est hispanique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a des noms comme Los Angeles, San Francisco, Monterey qui était la capitale, etc., etc. Juste avant que la Californie ne soit rachetée par les États-Unis, le gouverneur mexicain avait délivré une énorme concession à Johann Sutter, un Suisse germanophone venu cultiver dans la région. Il envoie alors l'un de ses hommes, James Marshall, à Coloma pour y construire une scierie. Marshall détourne le cours de la rivière et à ce moment-là, le fond est vide d'eau. Et là, il voit briller un objet, donc en fait, qui se révèle être une pépite d'or. Il en voit quelques autres. Il revient très vite au fort de Sutter. Sutter avait installé ses bâtiments là où se trouve Sacramento actuellement. Et tous les deux, ils s'emploient à vérifier que c'est bien de l'or. Une fois qu'ils en sont sûrs, Sutter a une seule idée, se dépêcher d'aller faire confirmer son titre par les nouvelles autorités américaines. C'est un titre qui était donné par les autorités mexicaines. Il faut donc le faire confirmer par les nouvelles autorités. Sutter et Marshall ont voulu garder le secret. Celui qui a vraiment déclenché la ruée vers l'or, c'est un Mormon, un journaliste mormon du nom de Sam Brannan. Sam Brannan, ayant eu vent de la découverte et étant un très bon entrepreneur, s'est empressé d'acheter tout le matériel nécessaire ainsi que des victuailles. Puis il a fait une chevauchée fantastique dans les rues de San Francisco avec une flasque d'or en main en criant « De l'or! De l'or de la rivière américaine !» Donc c'est lui qui a mis en scène les débuts de la ruée vers l'or. Le 5 décembre 1848, le président des États-Unis de l'époque, qui s'appelle James Polk, fait son discours sur l'état de l'Union, dans lequel il justifie sa politique. Et en particulier, il avait été très attaqué parce que c'est la guerre qui avait eu lieu entre les États-Unis et le Mexique de 1946 à 1948, l'achat de la Californie pour 15 millions de dollars, tout cela, c'était très cher. Et ses adversaires politiques le critiquaient parce que, on dépense beaucoup d'argent, mais finalement, qu'est-ce qu'on en retire ? Donc, pour lui, la possibilité de dire que ces territoires achetés sont en fait immensément riches en or, ça justifie sa politique. À partir de là, tout s'est dénoué très vite. Il n'y avait plus de doute. Par différentes fois, on savait qu'il y avait de l'or en Californie. Et c'était des voix officielles.
quand on se rencontrait dans la rue, la question n'était plus est-ce que vous allez en Californie? La question est devenue quand partez-vous? Il n'y avait plus de doute qu'il fallait partir, il fallait tenter l'aventure californienne. There were many posters about go to California. And I think that's probably how she found out. And she saw other people leaving. And she wanted to go because there she could be free. Donc ces Français, tous les jours, lisent dans les journaux des annonces de navires en partance pour la Californie. Marie Suisse travaillait dans un journal, donc elle était l'une des premières à savoir qu'il y avait des navires en partance pour la Californie. Et pour tous ces Français qui vivaient dans la tourmente de 1848, l'appel de l'or devient absolument normal. C'est une nouvelle voie qui se précise pour eux et qui va leur offrir tout ce qu'ils veulent dans leurs rêves. 1848, en France, c'est quand même une crise sociale, économique et politique très importante. Et donc, il y a à ce moment-là un certain nombre de raisons pour quitter la France. Donc ça, c'est ce que ceux qui s'intéressent au phénomène de migration appellent le push, c'est-à-dire les facteurs d'expulsion. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est là face à ce que j'appelle une bulle migratoire, c'est-à-dire un phénomène qui grossit énormément et soudainement et qui s'arrête aussi très rapidement. C'est-à-dire là, on est dans les années 1849-1856. Pendant cette période, on a là aussi des vagues de migration. C'est-à-dire on a une première vague, ce sont des pionniers, et c'est la vague à laquelle appartient Marie Suisse. C'est sur les registres du navire Le Ferrière que la nouvelle histoire de Marie s'écrit. Elle y figure parmi les 155 passagers au départ du Havre, le 22 juin 1850. Sur 155 passagers, il y avait 17 ou 19 femmes. Et c'est encore relativement important parce que j'avais étudié pratiquement 2000 passagers et là, c'était à peu près 8% de femmes. Il y a très peu de femmes, mais c'est logique parce que c'est une migration pionnière. Je veux dire, c'est classique dans les phénomènes de migration. Ce sont d'abord des hommes qui partent et ensuite avec l'espoir de faire venir leur famille. À l'époque, la route la plus directe, c'est depuis Le Havre, de descendre l'Atlantique Sud, de franchir le Cap Horn et de remonter le long du Pacifique jusqu'à la Californie. Un trajet qui fait souvent de 4 à 8 mois. Elle fait le trajet en 5 mois. Les conditions à l'entrepont sont vraiment très difficiles. Il y a d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, mais il y a peu d'espace pour chaque personne. Il y a aussi peu d'espace pour leurs effets personnels. Et dans certains cas, il y a des jambons, des saucissons qui pendent du plafond. Il y a très peu de lumière et il y a des odeurs absolument effroyables qui viennent de la cale. Donc pour les passagers d'entrepont, c'était vraiment pas des conditions idéales pour faire le voyage. Le voyage est une épreuve considérable, d'abord par le mal de mer. Ces pauvres passagers qui sont enfermés, parce que bien sûr il faut que tout soit fermé, sinon les paquets de mer rentreraient à l'intérieur du navire. Donc dans une promiscuité assez effrayante, l'obscurité, parce que bon, à l'époque on n'a pas l'électricité, donc ce sont des espèces de fanals, enfin des fanaux, et c'est une lumière qui risque d'être des chandelles, et ça risque de mettre le feu. Donc l'obscurité, tout le monde pense que sa dernière heure est arrivée. Surtout que la plupart sont des terriens qui n'ont jamais pris le navire auparavant. Ce qui est curieux, c'est quand ils débarquent enfin, ils ont tellement l'habitude
du tangage et du roulement du navire qu'ils tombent par terre dès qu'ils mettent le pied sur la plage. Donc c'est une expérience extraordinaire que l'on ne voudrait pas faire de nos jours. Presque 6 mois après son départ, le Ferrière entre dans la baie de San Francisco, la porte d'entrée du Nouveau Monde. Et c'est là qu'il découvre la légendaire forêt de mâts. Ce sont les mâts de centaines de navires qui ont été abandonnés par leurs équipages, qui sont allés tout droit aux mines. Quand ils se mettent à l'ancre, ils peuvent voir la ville. Et ça aussi, c'est une expérience inoubliable. Parce que la ville leur apparaît comme un immense champ de foire. Il y a des baraques en bois, il y a des tentes, il y a des bivouacs partout. On est donc en novembre 1850. Vous avez le monde entier qui arrive là et il y a surtout une agitation continuelle. Ceux qui sont là pour faire de l'argent. Donc ils sont toujours en mouvement pour saisir la moindre occasion. Je suis à San Francisco. Quoi qu'en disent les journaux, les lettres, les descriptions littéraires, on ne peut se faire aucune espèce d'idée de ce pays si on ne l'a pas vu. Les hommes et les maisons changent de place et se remuent dès le point du jour, comme les fourmis d'une fourmilière tourmentée. Vous passez dans un terrain, il n'y a que broussailles le matin. Si vous y repassez le soir, il y aura peut-être 5 ou 6 maisons neuves ou rapportées d'un autre point de la ville. Quant aux Américains, rien ne les étonne. Ils voient et font les choses les plus gigantesques avec un calme et une apparence de sang-froid qui vous font croire à leur folie. Un beau matin, en vous levant, vous n'apercevez plus la montagne que vous voyiez il y a 8 jours à peine. 5 ou 6 Américains l'ont achetée et pour avoir un beau terrain, l'ont jetée dans la mer. La mer n'était pas profonde là. Eh bien, ils l'ont comblée sur une étendue d'un quart de lieue. Et 8 jours après, il y avait un quai, un nouveau port, 150 maisons et magasins nouveaux, et 20 ou 25 navires qui déchargeaient leurs marchandises. Et les Américains avaient gagné 5 ou 6 millions. À leur arrivée, ils vont d'une belle découverte à une autre belle découverte. Ils entrent dans la légende, en fait. Et ils sentent qu'à partir de maintenant, il n'est plus question d'un voyage normal. Maintenant, ils font face à leur propre survie. Dans un lieu ni sans loi, sans hôpitaux, sans structure sociale, où il va falloir qu'ils se débrouillent. Cette ville, 2 ans auparavant, n'avait que 800, 900 habitants. Là, il y en a des milliers, peut-être des dizaines de milliers, puisqu'on estime que 2 ans après, elle aura aux alentours de 90 000 habitants. Donc c'est une ville champignon, une ville à la croissance extraordinaire. On ne peut pas imaginer évidemment des maisons, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'habitats qui devaient être en tente, et puis une population qui vient du monde entier, avec des gens qui parlent un peu toutes les langues. Elle a sûrement fait ce que font tous les migrants à toutes les époques lorsque ce cas se passe. Elle a dû essayer de trouver des gens qui parlaient français. Apparently, she tried to find work in San Francisco. And most of the work for women was taking care of men, serving them food, serving them housing, washing their clothes, of course. And probably, well, there were the prostitutes too, so she couldn't find any work that she wanted to do and not get stuck with women's work. Les rares femmes de la cité naissante se divisent en 2 catégories, bien séparées par la morale. Marie, elle, se met en route pour les placeurs. La baie de San Francisco est le plus grand estuaire des 2 Amériques. 40% des eaux des rivières californiennes se déversent dans cette baie, en particulier la rivière du Sacramento et la rivière du San Joaquin. C'est en remontant ces 2 rivières que les mineurs accèdent aux champs d'or. Donc Marie Suisse a pris ce vapeur, s'est arrêtée à Stockton, et ensuite il lui a fallu marcher pendant environ 80 kilomètres. Et ce n'était pas tout droit, hein. C'était une opération qui n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc, à partir de là, elle entre vraiment dans les champs d'or. Elle arrive à Jackson. Oh, c'est une ville qui est très petite, hein. Quelques dizaines de bâtiments, tous en bois. Il n'y a pas de pierre, édifiés à la hâte.
une rue principale, et puis détail caractéristique qu'à peu près tous les témoins soulignent, un grand arbre à l'entrée, l'arbre pendu, et dont on explique qu'il a été inauguré avec un Indien qui répond au doux nom de Joe, Joe l'Indien. À cette époque-là, le problème, c'est effectivement l'infrastructure. Il n'y a rien. Il n'y a pas de police. Il y a très peu les institutions ne sont pas là. Tous les services de type régalien n'existent pratiquement pas. C'est un monde qui est assez violent et c'est une des raisons pour lesquelles il y a très peu de femmes. Jackson was, at that time, becoming some kind of a town. One of the things that impressed me about the descriptions of San Francisco and Jackson and any of those places there was the description of the roads in town. They couldn't call them roads, they called them mud holes because that's what they were. And people would throw their clothes into it, their garbage. Animals would be running around, rats. And I'm sure at that point, Marie was wearing pants, I would think. Imagine trying to walk through a mud hole with long dresses and getting mud all over the dress. It would take a lot just to wash it. And that kept a lot of women at home, but not Marie. Marie by then would have put on pants and boots and some say a sombrero hat. And that way she had some freedom already when she arrived in Jackson. L'orpaillage, ça demande beaucoup de courage physique parce qu'on travaille les pieds dans une eau glacée qui descend des montagnes, sous un soleil de plomb qui vous cuit, il faut absolument porter un chapeau et on est obligé de travailler ainsi pendant des heures de suite. Donc, Marie a les capacités, à mon avis, de faire ce travail. Elle connaît le froid. Elle fait l'expérience de la chaleur maintenant, de la chaleur californienne qui peut être écrasante. Mais je pense qu'elle a toutes les qualités qui vont lui permettre de trouver de l'or dans les rivières. Et elle arrive suffisamment tôt pour de belles découvertes. Parce qu'il y avait encore de l'or parfois dans les rochers. On prenait l'or qui se trouvait dans des fissures du rocher avec des couteaux, par exemple. On soulevait les petits rochers et on trouvait parfois des pépites en dessous. Il y avait beaucoup de travail qui pouvait être fait avec succès. Mais bien sûr, il fallait quand même de la chance. Il fallait se trouver au bon moment, au bon endroit. Et de ce côté-là, c'est le côté savoyard, moi, qui m'intéresse. C'est qu'elle connaissait les éléments, elle connaissait la nature. Quand je me trouve, moi, dans la région de l'Or, je n'arrive pas à déchiffrer tout ça. Mais je pense qu'une personne comme elle aurait pu trouver le bon endroit, le bon ravin, la bonne berge, où trouver, où chercher. Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'elle est vite remarquée. On a des témoignages assez nombreux. Elle est remarquée tout de suite, mais quelques années après, lorsque des voyageurs arrivent en Californie, on leur parle tout de suite de certaines personnes, des personnes les plus remarquables, et dedans il y a Marie Pantalon, Marie Suisse. Ce qui l'a fait remarquer, c'est d'abord qu'elle travaille comme un homme, qu'elle se comporte comme un homme, je veux dire une espèce presque de mimétisme. Elle fume, elle boit, elle va dans des saloons,
elle tient des revolvers. C'est pas simplement travailler. Là, on est dans des choses qui s'éloignent un peu simplement de ce qu'elle a pu voir avec des femmes au travail qui travaillaient dur physiquement. Bon, les historiens savent bien que les femmes travaillaient très dur autrefois. Voilà, que c'était pas des femmes au foyer. Non, là, c'est aussi un comportement d'homme. Et puis, la tenue, évidemment. Après avoir si longtemps parlé des hommes, pourquoi ne pas dire un mot des femmes? Quoiqu'elles soient assurément encore très peu nombreuses en Californie, surtout dans les mines. J'en citerai une entre autres que les mineurs avaient appelée Jeanne d'Arc et qui laissera dans l'histoire californienne un type légendaire. Elle travaillait comme un homme sur les placeurs et fumait la pipe. Une autre, qui est encore en Californie, où elle exploite un claim productif, répond au nom de Marie Pantalon. Elle a emprunté ce sobriquet aux vêtements duquel elle a donné sa préférence. Elle est française comme Jeanne d'Arc, et il y a en effet que les Françaises pour se plier avec autant de sans-façon et de gaieté à une situation aussi nouvelle. Les Américains, qui ne comprennent pas que la place des femmes puisse être hors du foyer domestique ou des emplois de son sexe, ont beaucoup admiré en Californie le courage tout viril de Jeanne d'Arc et de Marie Pantalon. En fait, Marie Pantalon, c'est Marie Suisse. Elle est en train d'acquérir son nouveau nom. Et puis même Jeanne d'Arc, là ici, qui est présentée comme étant une deuxième personne. On a un autre témoignage aux États-Unis qui nous montre que c'était également son surnom à elle, à se demander si ce n'était pas la même personne qu'on a appelée une fois Jeanne d'Arc, une fois Marie Pantalon. Bon, techniquement, elle n'est pas française, hein, puisque la Savoie est encore indépendante. Hein, elle fait encore partie du royaume de Piémont-Sardaigne jusqu'en 1860. On peut penser que les hommes la considéraient comme une égale, c'est-à-dire quelqu'un qui était comme eux, capable de supporter un travail extrêmement pénible, qui était comme eux, capable de savoir quoi faire, de se débrouiller, etc. En Californie, les femmes sont plutôt bien traitées, parce qu'on n'en a pas beaucoup, et qu'il y a à la fois des raisons psychologiques, des raisons économiques, qui font qu'on voudrait en faire venir plus. Psychologique parce que ces hommes, ils sont seuls, loin de leur famille, ils pensent à leur mère, ils pensent à leur sœur, ils pensent à leur épouse. Donc économique parce que une femme, c'est important dans la cellule familiale. Sinon, que font les hommes? Ils vont jouer, d'où l'intérêt de la part des dirigeants de faire venir des femmes. Alors, Marie Suisse ne correspond pas à ce schéma traditionnel, puisqu'elle se comporte comme un homme. One thing I want to talk about is what we call the cult of true womanhood. This was a set of codes, especially in the 19th century, certainly in the US, and I'm sure in France too. It was a code of behavior for women, the way that women were supposed to conduct themselves. They were to be pious, pure, domestic, and submissive. They were to hold on to religious teachings within their families. They were to guard their sexual purity. They were to, of course, take care of all of the needs of the family, especially the husband. And they were to submit to their husbands in terms of where they wanted to live, how the family was to be organized, and basically their opinions were supposed to be their husband's opinions. This carried through to the whole question of wearing pants. Dans les ravins de Californie où se trouvait l'or, sur les berges, il y avait énormément de buissons épineux. Il y avait des arbustes comme les manzanitas qui vous accrochent à chaque fois que vous passez. Et c'était très dru comme végétation. Donc, les quelques femmes qui se rendent dans les mines finissent par porter des vêtements
adéquates, c'est-à-dire des vêtements d'hommes. Et à cette époque-là, parce qu'elles étaient si peu nombreuses, les hommes n'y font pas attention, ou du moins ils y font attention avec intérêt, mais sans s'en soucier. C'est à la fois je suis comme vous, je travaille comme vous, je travaille aussi dur que vous. J'affiche aussi que c'est pratique. C'est pas de l'affichage d'ailleurs en l'occurrence, hein, c'est vraiment une volonté d'utiliser un habit qui est pratique. Et puis j'affiche, je pense aussi ma non-disponibilité sexuelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, elle a quasiment affaire tout le temps à des hommes. Et puis qu'elle n'est jamais seule, elle est toujours dans des groupes. Quand on est en exploitation, il faut être 2, 3, 4, 5, 6. On a plusieurs exemples où elle est avec 5 personnes. Et à chaque fois qu'elle est dans un groupe, par exemple pour une concession, c'est son nom qui apparaît le premier de la signature, comme si c'était la chef. Et ça, c'est assez étonnant. Donc on est absolument certain qu'elle avait un fort caractère, qu'elle était un peu une meneuse, et puis qu'elle arrivait à s'affirmer. D'ailleurs, elle a eu à le faire de manière assez, on aurait dit à l'époque, virile. In the beginning, when there was enough gold to go around, it was pretty quiet. But after the easy-to-reach gold started to disappear and it started to become harder, there was more competition. The competition seemed to breed violence, fights over territory, over discoveries. And indeed, as we know, Marie was involved in at least one of those. But there were guns, stabbings. Et il y a un certain nombre de bagarres et de violences qui sont liées justement à cette volonté de s'approprier des claims des uns et des autres. Violences qui souvent se font entre nationalités. C'était en 1860. Marie Pantalon exploitait à Hamburg Hill, près de Jackson, plusieurs claims, l'un desquels touchait un terrain appartenant à une compagnie de Canadiens. Ceux-ci, ayant travaillé jusqu'à leur limite, trouvèrent tout simple d'attaquer le terrain de leur voisine. Il y avait sur le placeur beaucoup de Français, qui naturellement prirent le parti de leurs compatriotes. Les têtes étaient montées, on était prêt à en venir aux mains. Le sang-froid de Marie Pantalon sauva la situation. « Laissez-moi faire, dit-elle, je m'en charge. » Elle fit boucher un soupirail qui donnait de l'air au tunnel. Les Canadiens en danger d'asphyxie sortirent d'eux-mêmes. Armée de 2 revolvers et d'une poivrière, elle s'installa à l'entrée du tunnel où elle avait fait porter son lit. Elle avait loyalement prévenu l'ennemi, le poivre d'abord, puis à toute extrémité, les revolvers. 8 jours et 8 nuits, elle demeura bloquée par une compagnie de 14 hommes qui, cependant, n'osèrent pas s'avancer assez près pour l'obliger à faire usage de ses armes. La besogne terminée, ils s'avouèrent battus et la paix fut conclue. The audacity of that woman at that point, and this was not too long after she actually started mining near Jackson. That, I think, gives a whole lot of women a lot of courage to think, if this young woman can do that, I can do what I want to do. And I think she's a fine example of every woman who has a dream, who wants to be herself and not be restricted by people saying what she should do, that she follows her own star to freedom. Marie fait sensation et scandale. Elle s'épanouit dans son univers. C'est très très remarquable, c'est-à-dire qu'elle a fait plusieurs fortunes. Elle a fait une fortune avec les mines d'or. On parle de 100 000 $, ce qui est une somme absolument considérable. Et ensuite, elle vend sa mine pour 20 000 $. Donc, ce sont des sommes vraiment énormes. Et ensuite, elle, avec un associé qui est André Doué, elle obtient une très grande concession de terre. Et là-dessus, il plante des vignobles et elle fait du vin et de l'alcool.
et elle est la première femme à avoir fait du vin dans le comté d'Amador. On pense que c'est 1865. Toujours en association avec Douai, dont on parlait, elle décide d'acquérir un ranch. Là aussi, elle est pas bête, elle sent un petit peu que les mines, ça rapporte de moins en moins, qu'il ne faut pas simplement continuer les mines. Donc, elle achète un ranch assez important, de mémoire, ça doit faire 300 acres. Et elle a peut-être l'espoir d'y ramener sa famille. On se dit ça parce que, d'ailleurs, elle va faire venir son frère. Donc elle veut s'établir, son petit frère, elle veut s'établir et puis elle veut y lancer des cultures d'arbres fruitiers. Elle a un moment pensé au verre à soie et puis des cultures de vignes. C'est son grand truc, la vigne. Elle produit beaucoup de vin, elle produit du brandy aussi. Elle va beaucoup tenir ça. C'est assez intéressant de voir l'ancienne fille de son père qui tenait un cabaret à Thônes, une taverne. Et elle va être productrice de vin. Elle va faire beaucoup de publicité là-dessus. Elle va ouvrir des magasins aussi, c'est assez respectable. Alors, donc elle va les ouvrir au nom de Mrs. Barnes ou de Marie Suisse Pantalon, selon le degré de respectabilité qu'elle veut avoir. Donc on voit aussi qu'elle joue sur sa légende. Elle veut profiter de la notoriété qu'elle a pour mieux vendre son vin. Le vend dans la région, bien entendu. Il y a, parmi les mineurs, il y a un marché. Mais comme son entreprise, c'est une femme ambitieuse, c'est une femme entreprenante, et donc son entreprise grandit. Et logiquement, il y a deux marchés pas très loin et particulièrement intéressants, c'est San Francisco et Virginia City. Elle fait la publicité de ses commerces à San Francisco et Virginia City. Prix bas et quantité suffisante. Elle en profite parce qu'il y a une loi de l'époque où la Californie n'était pas encore états-unienne qui ne permet aux femmes qui ne sont pas mariées de ne pas payer d'impôts pour leurs exploitations de commerce. Donc elle en profite. Elle explique qu'elle est une demoiselle, qu'elle n'est pas mariée, et donc c'est tout à fait normal qu'elle n'ait pas d'imposition dessus. On voit encore qu'elle est assez dégourdie et puis qu'elle profite de toutes les opportunités. Le fait d'être riche fait qu'elle est un parti intéressant et elle a refusé, certainement, des propositions de mariage. Mais parce qu'elle sait aussi qu'à l'époque, dès lors qu'elle se marie, elle perd tout contrôle de sa fortune. Et elle a voulu, jusqu'à la fin, certainement, garder la liberté de dépenser, d'entreprendre, de voyager, que seul le statut de femme célibataire lui donnait. On est quand même là après la ruée vers l'or. On est dans les années 60-70, on est là dans un changement de paradigme. Il y a une volonté de normaliser la situation. Effectivement, les lois américaines interdisaient aux femmes de porter des vêtements d'hommes. Quand Marie sortait de ses mines, il fallait qu'elle se plie à ces lois. Et c'est donc dans ce contexte qu'elle a été arrêtée. Je ne sais pas s'il y avait eu des vendettas personnels, mais je pense qu'au sein de la société telle qu'elle a évolué, elle n'était plus aussi acceptable que dans les premiers jours de la ruée vers l'or, quand personne ne s'en inquiétait. Cette société est assez mal à l'aise de la voir en pantalon. On a plusieurs plaintes. Il y en a une qui est au Nevada,
dans son magasin, donc de la nouvelle ville, Virginia City, où elle s'était installée. On l'accuse d'être travestie. There was 2 arrests that were quite close together, one in San Francisco and one in Virginia City. This must have really annoyed her a lot because she had been wearing pants for 20 years. And here she was arrested in San Francisco and told that they were going to fine her $5 and they would let her go if she wore dresses. Well, you can imagine what she did. She didn't wear a dress, that's for sure. Marie subira une 3e arrestation chez elle, à Jackson. Et là, c'est assez intéressant. Jackson, c'est comme quelqu'un d'important, elle est assez riche, elle est assez connue. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une réunion, mais qu'ils ont décidé de ne pas la sanctionner, de ne pas la condamner. Again, how annoying. She's been doing this. This is the way she lives. She has to wear pants to do her work. And so she started pleading her case, and finally the men decided they wanted to go hunting and they were wasting time. And so Marie had her license to wear pants in Jackson. J'insiste bien, ça fait partie de sa légende. Elle ne veut plus maintenant se débarrasser de ce pantalon. Elle communique dessus, elle signe. Et Marie suit ce pantalon, mais bientôt ce sera Marie Pantalon. Et autrement, ce sera Miss Pants. Donc, ça montre bien une société très hostile, tout simplement au fait que les femmes n'aient pas la place qu'on voudrait qu'elles aient. Ça montre aussi qu'elle est assez dégourdie et qu'elle va utiliser ça. C'est aussi l'époque où il y a quelques associations féminines de Californie qui vont la défendre et qui vont utiliser cette notoriété au service de leurs revendications. I found in my study of women's history that whenever women make advances, there's always a reaction, always a backlash. And that was certainly the case with dress reform. So that wearing pants symbolized rebelling against the restrictions against women and trying to act like men. Marie de Suisse est une femme qui lutte pour élargir les droits des femmes, les capacités des femmes, en luttant pour elle-même faire ce qu'elle veut faire, pour pouvoir circuler, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir être indépendante. Et elle est un modèle extrêmement important, justement. C'est un fort caractère. Elle a envie de faire ce qu'elle veut. Elle sait aussi comme les hommes peuvent être durs. Elle veut une autonomie, une très grande liberté, ça c'est certain. Et du coup, si son exemple est pris, utilisé, très bien. Mais je ne crois pas qu'à un moment, il y ait de textes ou d'écrits qui nous montrent qu'elle a encouragé des mouvements féministes, qu'elle les a soutenus, qu'elle a fait des démarches particulières pour, par exemple, que les femmes aient le droit de porter le pantalon. Non, son idée, c'est est-ce qu'elle a le droit de le porter ? Donc elle est assez dans cette démarche-là. Ceci dit, c'est déjà une démarche extrêmement courageuse et très utile. La chance de Marie, c'est d'arriver dans un pays où tout est à construire. Et elle n'a pas les obstacles qu'on oppose aux femmes dans la vieille Europe, puisque on peut déjà parler de vieille Europe pour la France du 19e à cette époque-là. Marie arrive dans un pays où tout est à faire et où il suffit donc, croit-elle, et vérifiera-t-elle de se baisser pour trouver de l'or et de devenir très riche. Et au-delà de ça, ensuite, c'est un peu une lutte pour la vie, pour la survie des fois. Mais au-delà de ça, rien ne l'empêche de devenir richissime. Alors qu'en France, évidemment, une jeune femme ne peut pas devenir richissime juste parce qu'elle travaillera 10 heures par jour. C'est pas possible.
En Californie, tout est possible, même aujourd'hui. En Californie, à cette époque-là, on avait toute liberté dans tous les domaines. Ça venait à un prix assez élevé puisqu'il y avait énormément de risques. Mais une fois qu'on a confronté les risques, qu'on les a combattus et qu'on a gagné, on s'est montré plus fort que l'adversité. Je crois que ce qui s'est passé dans la ruée vers l'or, c'est que cela a été une sorte de creuset pour les personnes qui ont participé à cette épopée. Ils ont dû faire preuve de ce qu'il y avait de meilleur en eux. Ils ont dû montrer leur force que parfois ils ne connaissaient pas. Et c'est ce qui est arrivé à Marie Suisse, c'est qu'elle ne connaissait pas peut-être même toutes les capacités qu'elle avait en elle, qui se sont révélées au fur et à mesure des petits combats qu'elle a dû mener en tant que femme parmi des hommes, en tant que Française dans un milieu cosmopolite. Elle a dû montrer toutes ses qualités de savoyarde, de femme mesurée, qui savait compter, qui avait beaucoup de courage. Une femme au courage presque indescriptible, qui ne laissera que trop peu de traces. Mais c'est un vrai problème qu'on n'ait pas de description. C'est un vrai problème. J'allais dire, la seule chose qui peut un peu la décrire, c'est sa signature. C'est sa signature, et là on voit qu'elle a l'habitude d'écrire. Et là, il s'agit d'une pétition pour demander l'adduction d'eau pour pouvoir continuer à explorer les collines, les sous-sols, pour extraire de l'or. On a une centaine de noms, et on en voit un où l'écriture est bien plus grosse et bien plus fine que les autres. Marie Suisse Pantalon. C'est, en l'absence de portrait, ce qui lui ressemble le plus. Seule femme à la signer, c'est assez émouvant de voir justement Marie Suisse Pantalon, c'est-à-dire la façon dont ce sobriquet de Marie Pantalon, elle le revendique. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de retournement du stigmate, c'est-à-dire on se moquait d'elle parce qu'elle portait le pantalon, et donc elle décide d'en faire quelque chose qui lui appartient, qui relève de son identité, et donc elle en fait une fierté. Et donc bon, pour ça, elle est assez, je dirais précurseur, avec un E à la fin, puisque le mot n'existe pas au féminin. Et elle montre qu'elle a beaucoup d'humour, et elle montre une fois de plus, je trouve, une personnalité tout à fait atypique. Mais celle à qui tout réussit semble enivrée par la richesse. À la fin de sa vie, alors sans doute qu'elle exagère, qu'elle se vante un peu, mais elle s'est un petit peu confiée. On a quelques témoignages à 1 an de son décès. Et elle explique un peu en fanfaronnant qu'elle a sans doute extrait plus de 1 mètre cube d'or. C'est ce qui est rapporté par les journaux. Ça semble un peu exagéré quand même. Mais c'est surtout qu'elle a fait aussi beaucoup de mauvais placements. Marie made a lot of money. She was successful at mining. And with her business selling wine and brandy. She also had that gold rush virus of gambling. And she wanted to make yet more money. So she invested in the Comstock lode of gold and silver and started losing money. And instead of taking her losses and leaving it, she kept investing more, trying to get her money back. And in the end, she lost $150,000. On se prend au jeu quand on cherche de l'or. Quand on trouve une pépite, c'est un sentiment de joie, un moment parfait, et que l'on veut retrouver. Aussi, l'or est difficile, de plus en plus difficile à trouver, mais il y a encore de très belles trouvailles à faire. Et ça reste dans l'esprit de ceux qu'on finit par appeler gold bugs.
c'est-à-dire les prospecteurs qui ne veulent pas plus jamais abandonner. Toute leur vie, ils vont continuer à chercher de l'or. Elle va perdre une grande partie de ses liquidités, ce qui fait qu'à la fin de sa vie, dans les années 1880, elle est toujours négociante en vin, ça marche toujours bien, elle a toujours sa ferme, la Secretabelge, avec plusieurs employés, dont un Lacombe qui nous a donné pas mal d'indications intéressantes sur sa vie. Mais au total, elle n'a plus du tout la fortune d'avant. Et on a l'impression qu'elle meurt dans un dénuement assez grand. Les dernières années sont assez tristes. La dernière année, elle est plus fatiguée, elle est usée. Mais elle est usée par le travail, peut-être un peu aussi par l'alcool. On la décrit souvent comme buvant, comme allant dans des saloons, aller dans les lieux d'hommes. On la décrit souvent comme fumant. Elle est assez épuisée, elle rejoint dans son ranch. La dernière année, quasiment elle ne le quitte pas. Et le journal qui raconte son décès dit qu'elle s'est légèrement rétablie. On a pensé que ça allait mieux, et puis tout compte fait, elle s'est éteinte en 1892. Marie Suisse a disparu de l'histoire comme bien des pionniers du début de la ruée vers l'or. On les a oubliés. Il n'y a plus personne pour se rappeler d'eux. We don't know where she was buried. And I had been told that he knew everything about her, so I was surprised that it was not known where she was buried. And we still don't know. It's somewhere in the Catholic cemetery in Jackson, but we don't know where. On n'a rien trouvé. Donc peut-être que personne s'en est vraiment occupé puis qu'il a été mis, je vais dire, à la fosse commune, tout à fait possible. C'est assez curieux parce qu'elle n'avait pas d'héritier direct et les contrats faits avec Douai prévoyaient que tous les biens qu'elle possédait encore allaient lui revenir à lui. Bon, il aurait peut-être pu faire un petit geste, une petite pierre, quelque chose. Alors peut-être qu'il l'a fait et que ça a été perdu, mais peut-être qu'il ne l'a pas fait. En tout cas, on n'a rien retrouvé. Et cette injustice va durer jusqu'en 2004. En 2004, le comté d'Amador fête son 150e anniversaire. Et à cette occasion, il décide d'honorer la mémoire de Marie Pantalon en la nommant femme du 150e anniversaire. Now, there is this small monument that pays homage to Marie Pantalon. Donc, dans le petit cimetière catholique de la ville, on a installé une nouvelle plaque pour rappeler le souvenir de ce personnage absolument extraordinaire qui a laissé quand même un souvenir très vivace aux États-Unis, plus qu'en France, jusqu'au XXe siècle. C'est son décès qui fait, et le fait qu'elle n'ait pas de descendance, qui fait qu'on en ait moins parlé. C'est aussi le fait que son ranch a été vendu une dizaine d'années après son décès, donc il a changé de nom. Bref, tout ce qui aurait pu... la colonie française aussi est de moins en moins francophone, la presse française disparaît, tout ce qui aurait pu mettre à son souvenir s'estompe et on l'oublie quasiment. À Thônes, on l'oublie franchement. Son frère, Albert, venu un temps la rejoindre, est rentré au pays. Et dans les veillées savoyardes, il maintient encore le parcours hors norme de sa sœur. Alors, je m'appelle Anne Rohrer. Je suis l'arrière-petite-nièce de Marie Pantalon. Son frère est revenu de Jackson avec une petite balance qui servait à peser l'or et une toute petite pépite qui est donc restée dans la famille et qui nous a permis, à nous, quand nous étions enfants, de nous fasciner un petit peu sur cette histoire. Même si on ne parlait pas beaucoup d'elle ailleurs, nous, dans la famille, on savait qui était Marie Pantalon parce que le souvenir avait été entretenu par les générations précédentes.
bien qu'elle ait été à une époque dans sa vie non seulement riche mais célèbre, n'en fait pas quelqu'un qui appartient à une famille consciente de l'importance de la transmission. Par là, je veux dire qu'elle va probablement envoyer des lettres à sa famille restée à Thônes. Elle va donner des nouvelles, ne serait-ce que parce que ses frères vont venir la rejoindre, donc ils savent où la retrouver. Donc il y a eu des liens. Malheureusement, on n'a gardé aucune lettre. Donc si elles ont existé, il n'y a personne, soit elle, soit dans sa famille de Thônes, qui a estimé que c'était suffisamment important pour les garder et nous permettre aujourd'hui de les lire. Et je dis ça parce que dans les familles beaucoup plus conscientes de leur importance, de leur valeur sociale, comme les aristocrates, on a cette volonté de conserver le patrimoine, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de documentation sur ces familles de l'élite, et on souffre cruellement du manque de ces documents pour des familles beaucoup plus modestes, comme celle dont est issue Marie. We need a story like Marie's about claiming our own voices, claiming our own freedom. And I think that's the biggest message that Marie left us. Ce qui est fantastique avec l'histoire de Marie Pantalon et l'histoire d'autres femmes d'ailleurs, c'est que en s'intéressant un peu plus, comme on le fait maintenant, justement à ces oubliés de l'histoire, eh bien, ça nous permet d'ouvrir des nouvelles portes pour mieux comprendre ce monde. Parce que si on voit le monde simplement à travers les regards des hommes, comme on l'a regarder pendant très longtemps, on n'a qu'une partie de l'histoire.